Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h30. Bonjour Richard, ravi de vous retrouver sur les ondes. Alors aujourd'hui au programme, Emmanuel Macron et ses projets pour l'armée française. Et puis nous parlerons par la suite du droit d'asile aux Palestiniens de Gaza accordé par la CNDA, la Cour qui s'occupe donc de la Cour nationale du droit d'asile. Et donc on en parlera, on expliquera de quoi il s'agit exactement. Mais commençons déjà par Emmanuel Macron qui cette journée de 14 juillet. Journée de 14 juillet. Alors il faut bien qu'il dise quelque chose. Alors toujours la boîte à idées comme ça, mais c'est toujours la même chose d'ailleurs. C'est toujours les mêmes idées, les mêmes projets qu'il nous expose concernant l'armée en tout cas. Et ça fait juste 7 ans, si je ne me trompe pas, 8 ans bientôt. Non, pas bientôt, ça fait 8 ans qu'il est au déjà, pouvoir. révolu. Voilà, et on attend toujours ses promesses pour l'armée, donc on ne les a pas vues venir. Donc une fois de plus, il nous sort son histoire. C'est un peu un gadget, le service militaire, qu'il n'est pas le seul à utiliser d'ailleurs, mais qui ne se concrétise jamais, et pour cause, Pierre-Henri. Alors, le service militaire, ça fait partie des nombreuses annonces. Il y avait déjà eu la mise en place du CNU, du service volontaire obligatoire universel, etc., qui a fait complètement pchit, qui n'avait aucun caractère justement universel, dont la vocation n'était pas du tout d'apprendre le maniement des armes et la discipline militaire. Donc ça avait été une espèce de premier effet d'annonce qui ne s'était pas traduit par quelque chose de véritablement utile à la défense nationale. Et alors là, dernière prise de parole hier, donc 13 juillet, d'Emmanuel Macron, des annonces évidemment d'abord budgétaires. Donc budgétaires, il s'agit de renflouer les caisses de l'armée qui ont été vidées par des décennies de coupes successives. Là, on parle d'une rallonge de 3,5 milliards, si je ne m'abuse, d'euros. On est encore loin... Oui. Ce n'est pas suffisant. Voilà, du pourcentage du PIB qui est normalement la norme demandée dans les pays membres de l'OTAN. C'est 3,5% du PIB. Et on en est encore loin. Et après, il y a cette question de service militaire. Alors, service militaire, là, on se doutait bien qu'il n'allait pas... Qui coûte une fortune, d'ailleurs. Qui coûte une fortune, qu'il n'allait pas annoncer le retour, la mise en place d'un nouveau service militaire obligatoire et universel, qui aurait d'ailleurs pu concerner filles comme garçons, tel qu'il avait été supprimé par Jacques Chirac, si je ne m'abuse, en 1995. Tout à fait, 95. Donc pour les 77, si je ne m'abuse. La classe 95, c'était ceux qui étaient nés, les garçons qui étaient nés en 77. Alors, est-ce que, ça, je pense qu'on a, vous et moi, un peu le même avis sur le sujet, est-ce que le rétablissement du service militaire n'est pas une espèce de vieille lune qui sert surtout à satisfaire un public un peu conservateur, mais qui ne voit pas forcément plus loin que le bout de son nez? Oui, c'est totalement utopique en réalité, parce que j'entends, à part en dehors d'Emmanuel Macron, souvent des hommes politiques de droite ou même des intellectuels de droite nous expliquent que le service militaire, c'était une bêtise de l'abolir. Et moi, je considère que la seule chose que Jacques Chirac a fait de bien, c'était d'abolir le service militaire. En dehors de ça, je cherchais et je n'ai pas trouvé. Nous avons exactement le même avis. Et pourquoi ? Mais parce que ça ne servait à rien. C'était plutôt un boulet pour l'armée française, le service militaire. Parce que les militaires s'occupaient de gens qui venaient faire leur service. En fait, ils ne faisaient pas grand-chose. Eux-mêmes perdaient 1 an pour rien. Et l'armée française perdait son temps à s'occuper de ces appelés sans aucune utilité. Pourquoi ? Parce que les choses ont évolué. Nous ne sommes pas en 1914 ni en 1939. De nos jours, les armées fonctionnent différemment. Faire un service militaire, je rappelle que le service militaire, c'était 2 ou 4 mois de classe. Ça veut dire de formation, selon si on était soldat ou officier. Je vais un peu vite. Et puis le reste, on servait. Oui, en fait, caserne. Voilà. Caserne, en fait, ça servait. Les pistonnés se finissaient dans un bureau, les moins pistonnés finissaient à la cuisine. En fait, ça servait à rien. Vous pouviez aussi faire votre service, d'ailleurs, dans d'autres corps. Absolument. Les CRS, oui, et puis on pouvait être aussi, si on avait pas mal de diplômes, enseignant dans un lycée français à l'étranger. Ou, pour les sursitaires, on faisait le service civique aussi. Service civique. Le problème, c'est qu'une fois ce service terminé, on devient réserviste. Et puis sans aucun rappel. Et donc ça ne sert à rien, parce que si vous avez des centaines de milliers de réservistes qui ne se sont pas battus ni entraînés depuis des années, ils ne servent à rien. Donc en fait, vous pouvez les appeler, ils ne savent pas se battre. Donc tout ça coûtait des fortunes et n'était pas efficace. Mais nous sommes... Et pourquoi on en reparle ? Parce qu'on adore en France dépenser de l'argent pour des choses
d'une totale inefficacité. Oui. Notre corps politique, notre système politique, et puis c'est une culture politique en France, c'est de dépenser de l'argent, un argent fou pour des choses compliquées, difficiles à gérer et qui n'aboutissent à rien. C'est l'histoire de la fonction publique française. C'est énorme, ça coûte. C'est comme l'éducation nationale. C'est énorme, ça coûte un fric. Pardon de la vulgarité, monstre. Et ce n'est pas efficace. Mais alors, l'argument qui est souvent employé pour vanter les mérites du service militaire est que ça serait un vecteur et un facteur d'intégration. Ça, c'est le deuxième point. Voilà, c'est le deuxième point de ces fameuses populations issues de l'immigration qui ont du mal à s'intégrer à la communauté nationale, et un petit coup de service militaire, ça leur donnerait... C'est l'argument des gens de droite, en général. C'est pas le nôtre. Non, ça leur donnerait l'amour du drapeau, du terroir et de Jeanne d'Arc. Oui. Bienvenue chez les bisounours. Oui, voilà. Oui. Ça, pour ne pas trahir de secret aux auditeurs, on n'y croit pas. Non, sur le point de vue militaire, efficacité militaire, ça ne sert à rien. Et sur le plan intégration, mais alors là, c'est une plaisanterie. Parce que, je vais vous dire, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. On peut s'intégrer, on n'a pas besoin de faire un service militaire pour s'intégrer. On aime la France, on ne l'aime pas. Comprenez ? Donc moi, j'ai un frère plus jeune que moi qui est né après 77, donc il n'a pas fait son service militaire. C'est un grand patriote, c'est un militant, il serait prêt à mourir pour la France. Et il n'a pas fait de service militaire. Et j'en connais d'autres, moi plus âgés que moi, qui ont fait le service militaire et qui détestent la France. J'ai pris un taxi, pour vous donner un exemple très concret, comme ça, terre à terre. J'ai pris un taxi il n'y a pas très longtemps. Je suis tombé sur un chauffeur de taxi algérien qui m'a expliqué qu'il est né en 1964, qu'il est là depuis 1967 et qu'il déteste la France, il me l'a dit. Voilà. Donc il a dû faire son service militaire. Enfin bon, voilà. Vraisemblablement. Ce n'est pas une question de service militaire, le service militaire pour ces gens-là qui détestent la France servirait à une chose, à les entraîner pour venir nous tirer dessus plus tard. Voilà, c'est ça que je pense. Exactement. Et d'ailleurs, on a eu depuis au moins les années 90 des problèmes plus ou moins récurrents avec les populations incorporées musulmanes. En particulier des cas de mutinerie. On en a parlé au moment des bombardements sur Serbie au moment de la crise du Kosovo en 99. Il y avait déjà eu des cas d'ailleurs au moment de la guerre civile en ex-Yougoslavie qui impliquaient des populations musulmanes. Absolument. Donc vous aviez des soldats français de confession musulmane qui ont parfois mis les armes à terre et fait mutinerie parce qu'ils refusaient de se battre contre des ennemis musulmans, ou parce qu'ils refusaient de servir des pièces d'artillerie qui pouvaient potentiellement toucher des musulmans. Oui, c'est arrivé aussi. Au Kosovo en 99. C'est arrivé aussi lorsque l'armée française était intervenue plus ou moins en Syrie. Enfin, plus ou moins, je dis, au point de vue de la marine française. Mais vous savez, autrefois, dans les années 70, des militants d'extrême gauche activistes étaient rentrés aussi dans l'armée, d'anciens activistes d'Action Directe, ce groupuscule qu'on a un peu oublié maintenant, qui a tué, assassiné des pas mal Georges Bess et etc. autres grands patrons. Et donc étaient rentrés dans l'armée, qu'ils détestaient bien sûr, mais pour apprendre les techniques de combat et aussi pour avoir accès comme artificiers. Voilà, ils ont choisi des spécialités, puis pour apprendre à fabriquer des bombes. Ils étaient rentrés dans des unités d'artificiers, etc. Et donc ça, c'est des vieilles méthodes. Alors je ne dis pas que tous les Français de confession musulmane vont rentrer dans l'armée pour venir nous tuer. Bien évidemment que ce n'est pas ça. Mais disons que certains en profiteront pour apprendre des techniques de combat. Ceux de nos compatriotes musulmans qui aiment la France et qui sont patriotes n'ont pas besoin de rentrer dans l'armée pour aimer la France, ils l'aiment déjà. Et ceux qui ne l'aiment pas, je parle de ceux qui ne l'aiment pas, donc s'ils rentrent dans l'armée, ils en profiteront. C'est plus un risque qu'autre chose. Exactement. En fait. Et puis, je vais vous dire une chose aussi, c'est que je parlais des dépenses inutiles. Ce genre nous avons dépensé des milliards, je dis bien des milliards d'euros dans les banlieues, ce qu'on appelle la politique de la ville, des milliards d'euros pour intégrer. On a construit des piscines, des centres culturels, ils les ont détruits. Des rénovations urbaines, on a mis des milliards dans des projets soi-disant pour intégrer ces gens, et ça n'a servi à rien. Une fois de plus, on nous ressort, c'est un peu la même chose, c'est l'argent qu'on mettrait dans un service militaire pour intégrer des Français qui n'aiment pas la France,
se volatilisera exactement comme tous les milliards qu'on a volatilisés pour rien dans des investissements d'infrastructures pour eux. C'est un peu le même argumentaire naïf que quand on entend ces mêmes personnes un peu conservatrices, mais sur une autre planète, d'après moi, vanter les mérites de l'uniforme à l'école comme vecteur d'intégration. Voilà. Et en disant, s'il y avait l'uniforme à l'école, rendez-vous compte, il y aurait le retour de l'autorité et tout le monde aurait véritablement un bagage culturel. Bien sûr, on appuie sur un bouton et on devient discipliné. C'est ce que l'on appelle en psychologie de la pensée magique. C'est-à-dire que vous faites apparaître avec un coup de baguette magique une espèce de talisman, donc l'uniforme ou le service militaire, et tout d'un coup, des personnes qui ne savent ni lire ni écrire et qui n'en ont aucune envie, ou des personnes qui détestent la France et n'ont aucune envie de l'aimer, vont se transformer en grands patriotes ou en parfaits lettrés. Ce sont quand même des arguments un peu d'un autre âge et qui manquent un peu de profondeur. À l'école a d'autres un intérêt, à d'autres vertus de discipline, mais il ne fera pas aimer la France par ces gens-là, par ces jeunes qui sont issus de familles, qui ont été élevés dans leur famille de manière à détester la France. Ça ne sert à rien, je suis d'accord. Alors après, il a d'autres vertus, je précise pour les auditeurs. Moi, personnellement, je suis pour, mais pas du tout pour une question d'intégration. C'est parce que ça ne marche pas. Je suis plutôt en faveur des uniformes parce que je trouve ça esthétique, d'abord. Et puis, s'ils sont bien choisis, ça peut l'être. Voilà, et puis il y a plein d'autres raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour les élèves, etc. Mais celui qui n'a pas envie, encore une fois, on ne peut pas... c'est pas l'uniforme, ni le service militaire, ni quoi que ce soit, ni l'argent qu'on lui donnera, ni la piscine qu'on lui construira, qui va le faire aimer la France et la culture française. Alors, pour résumer, est-ce à dire qu'Emmanuel Macron fait des déclarations pour plaire à un segment de son électorat qui serait plutôt à la fois assez âgé d'une part et plutôt de vieille droite d'autre part? En gros, est-ce qu'il s'adresse à la droite Figaro? Évidemment, parce qu'il sait très bien que la France est devenue majoritairement à droite et soucieuse de sa sécurité. Mais le problème, c'est quel est le danger pour la France aujourd'hui? Alors, il est multiple. Nous avons une armée qui a besoin d'être renforcée, certes. Nous avons des menaces multiples, mais quand on veut réfléchir sérieusement, on prend la première menace, la plus imminente, la plus dangereuse. Quelle est-elle? C'est l'immigration. Le nier est malhonnête. C'est l'immigration, la menace existentielle pour la France et la plus urgente, je me répète. Et donc, alors, l'armée française est très utile, même pour l'immigration, parce que sait-on jamais, on pourrait en avoir besoin pour lutter contre des émeutes guerrières, parce que les émeutes peuvent se transformer en bataille guerrière. En guerrier urbaine, exactement. Et on a quasiment déjà eu des occurrences dans ces dernières années. C'est ça. Alors, il faut s'adapter à cette menace-là en priorité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi penser à d'autres menaces de pays étrangers. Évidemment. On a parlé, on pense à la Russie et les alliés de la Russie, etc. Mais tout ça n'est pas le plus imminent, le plus dangereux aujourd'hui. Alors là, il est difficile de passer à côté de la conférence de presse du CEMA, du chef d'état-major des armées, à savoir Thierry Burkhardt. Et Thierry Burkhardt a parlé donc le 12 juillet, avant-hier, et il a fait tout un laïus, en particulier sur le fait que la Russie était l'adversaire numéro 1 de la France. Alors d'ailleurs, en propageant ce que l'on appelle dans un mauvais franglais une fake news, c'est-à-dire de la désinformation, en prétendant que Vladimir Poutine, dont les auditeurs savent tout à fait qu'on n'est pas des sectataires, pas du tout. Mais Burkhardt déclare que Poutine a déclaré que la France était son ennemi numéro 1 en Europe. Et il a fallu un journaliste de gauche, pourtant spécialisé dans les questions de défense et d'armée, à savoir Jean-Dominique Merchet, pour aller faire une recherche. Et recherche qui a conclu à ce que Vladimir Poutine n'avait jamais déclaré une telle chose. Alors après, bien évidemment, qu'il y ait une situation d'hostilité à la faveur du conflit en Ukraine, c'est absolument évident. Qu'il y ait eu des mesures des deux côtés, que ce soit des attaques informatiques, des mesures de sanctions économiques, bien évidemment toute l'action en Russie dans les pays qui sont dans la sphère d'influence française, en particulier en Afrique et dans le Sahel, et via Wagner, bien évidemment. Mais là, Burkhardt oriente complètement ce qui se veut être la grande stratégie française en direction d'un seul adversaire, à la manière de, vous savez, de la fin des années 60, le début des années 70.
à une époque en fait de guerre froide, où les chars soviétiques étaient en effet à quelques heures de route de la frontière française. Oui, en fait, la Russie, effectivement, est notre adversaire, comme vous venez de le rappeler, en Afrique. Ils ont essayé en tout cas. Et parfois réussi dans certains cas. Burkina Faso et Mali, mais les Africains commencent à se rendre compte, rendre compte de leur erreur, parce que les Russes, c'est pas les Français. Et, non, ils sont moins tendres et moins généreux. Moins tendres et moins généreux. Voilà. Et donc, ça commence à se retourner contre eux. Mais disons qu'ils ont essayé de nous bouter hors d'Afrique et de nous remplacer. Donc, il y a eu des conflits avec l'armée française en Afrique. Cela dit, premier ennemi de la Russie. Alors, évidemment, Vladimir Poutine ne l'a pas dit. Je ne sais pas s'il le pense, je n'en sais rien. Mais moi, je ne crois pas, parce que, non pas qu'il nous aime, il n'aime personne, mais il n'y a pas d'amour d'ailleurs en politique, en géopolitique. Il n'y a que des intérêts. Exactement. Mais je vais vous faire un aveu, c'est qu'on n'est pas son premier ennemi, tout simplement parce qu'on n'existe pas. Pour être l'ennemi de quelqu'un, il faut être puissant. Vous comprenez ? Mais qui sommes-nous ? Mais il faut atterrir, j'ai envie de dire au chef d'état-major des armées, mais monsieur, éveillez-vous un peu, arrêtez de vivre dans le passé et réveillez-vous. On a 200 000 hommes mobilisables dans l'armée française, ce n'est rien. Une centaine de milliers dans les services support. L'armée ukrainienne est plus puissante que nous aujourd'hui. Voilà. Donc, nous sommes une puissance nucléaire, certes. Mais en dehors du nucléaire, nous ne sommes pas grand-chose. Nous ne pouvons pas déployer notre armée sans l'appui de l'armée américaine, sans les renseignements de l'armée américaine. Nous ne sommes rien. Nous, alors les Allemands, n'en parlons pas, hein, c'est encore pire, les Italiens, les Espagnols aussi, mais en réalité, l'Europe n'existe pas militairement en dehors du nucléaire. Et diplomatiquement, quasiment pas. Mais alors, n'en parlons pas. Mais en fait, ils ont un mépris total pour nous. Donc, il ne va pas déclarer que nous sommes son premier ennemi, non pas parce qu'il nous aime bien, mais parce qu'on n'existe pas pour lui. Il a d'autres soucis en tête que la France. Il s'en fiche de la France. Et ça n'a pas de sens. Et en fait, ça donnait une drôle d'impression, en effet, ces déclarations du chef d'état-major, parce qu'on avait l'impression que c'était, encore une fois, vous savez qu'on dit toujours que les armées ont toujours une guerre de retard, en particulier l'armée française. Oui. On l'a vu en 14, on l'a vu en 40 aussi, surtout en 39-40. Est-ce que là, on ne serait pas en train d'avoir encore une fois un conflit de retard, puisqu'on se met à anticiper une future guerre exactement similaire à celle qui oppose l'Ukraine à la Russie pour nos futurs théâtres d'opération. C'est pas encore demain, après-demain, on ne sait pas, on ne sait jamais, Dieu seul le sait, mais demain, les Russes ne vont pas passer la frontière et entrer en Alsace. Non, pas demain. C'est pas ce qui arrivera, pas demain. Non, mais je pense que le chef d'état-major, avant de faire une pause pour le bobinon, je conclus. Je pense que le chef d'état-major fait de la politique. Vous voulez dire qu'il voudrait faire plaisir à Macron ? Oui, premièrement. Et puis deuxièmement, comment est-ce possible ? Pas que. C'est aussi une façon pour lui de réclamer plus d'argent aussi. Et ça, à la limite, il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Alors, si vous dites j'ai besoin de plus d'argent pour aller faire le gendarme, le casque bleu dans tel pays africain, vous n'aurez pas beaucoup. Si vous dites la menace est imminente et elle est russe, ça veut dire une grande puissance nucléaire qui possède une armée de plus d'1 million d'hommes, là, vous pouvez avoir plus d'argent. Voilà, beaucoup de fonds. On peut penser ça. On peut le défendre comme ça en disant c'est de bonne guerre. On peut le comprendre. Quand je dis il fait de la politique, c'est pas seulement pour pas tout à fait faire plaisir à Macron, mais il fait de la politique dans le sens où il fait des déclarations pour faire pression sur les politiques. Et je pense. Hein. Bon. Dans le meilleur des cas. Je vous trouve optimiste. On fait une pause pour le bobinon, on se retrouve tout de suite. Culture, économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme. Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85. Alors, nous revenons à notre deuxième partie de cette émission. Nous allons, je pense qu'on a un peu tout dit sur cette affaire d'armée. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à en dire, en tout cas sur les déclarations de Macron et de son chef d'état-major, donc le général Burkhardt. Voilà, beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de vieilles lunes. Oui, comme chaque année. Et peu de résultats concrets. Comme vous le rappeliez d'ailleurs il y a quelques minutes, ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir. Et en 8 ans, la situation de nos armées ne s'est pas forcément améliorée, le moins qu'on puisse dire. Alors, hier, nous apprenions que la Cour nationale du droit d'asile, donc c'est un tribunal,
et sa décision est non révocable. Il a accordé vendredi donc le statut de réfugié à une Palestinienne et son fils originaire de la bande de Gaza, estimant qu'il craignait avec raison, donc cette femme et son fils, d'être personnellement persécutés en cas de retour sur le territoire donc de Gaza en raison de leur nationalité. Alors, ça paraît banal, ça. En réalité, Gaza est gouverné par le Hamas et non pas par Israël. Et donc, on ne peut pas être personnellement menacé. Alors, pire encore, parce que la Cour nationale donc, du droit d'asile a estimé que les méthodes de guerre israéliennes étaient suffisamment graves pour être qualifiées de persécution. Jusqu'à présent, donc... Alors, c'est des mots on peut se dire, certains auditeurs pourraient dire, ah bah oui, c'est vrai, les Israéliens bombardent Gaza et c'est de la persécution. Le problème, c'est que le droit d'asile, on l'accorde à des gens qui sont persécutés dans leur pays par leur gouvernement, c'est-à-dire par quelqu'un qui les dirige, persécutés personnellement pour leur opinion politique, etc. C'était... alors, les Palestiniens qui étaient hors des territoires occupés et hors d'Israël, parce que les Palestiniens d'Israël sont des Israéliens qui ont la nationalité israélienne et qui ne sont absolument pas persécutés. On parle de la Cisjordanie en ils ont des droits. Non, mais je le rappelle parce que je dois rappeler juste que ce qu'on appelle les Israéliens arabes ont plus de droits et vivent mieux que les Palestiniens de tous les pays arabes. Hein. Et donc, ça, c'est sûr. Voilà. Et donc, les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza ne sont pas... reconnus par l'ONU comme des réfugiés. Donc les seuls qui pouvaient être à qui on pouvait accorder jusqu'à maintenant le statut de réfugié politique ou de réfugié tout court, c'était les Palestiniens qui avaient quitté leur pays, donc qui sont réfugiés dans les pays arabes de manière générale, Jordanie, Syrie, etc. Syrie, voilà. Et donc ça, c'est reconnu par les Nations Unies. Donc l'UNRWA, dont on a parlé souvent, le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies ne reconnaît pas aux Gazaouis le statut de réfugiés, puisqu'ils sont chez eux. Alors, non, ils ne sont pas réfugiés, ils vivent chez eux. Et donc, et jamais la guerre, de manière générale, ne pouvait provoquer un statut universel de réfugié politique. Parce que réfugié politique, ce n'est pas la même chose que réfugié de guerre. Voilà. Tout à fait. Donc là, il s'agit d'un statut de réfugié politique pour des gens qui ne sont pas persécutés par un régime politique qui les gouverne, mais qui sont juste des réfugiés de guerre. Éventuellement, s'ils sont opposants au Hamas ou au FPLP. Oui, mais ce n'est pas le cas. Voilà, mais c'est pas le cas. Alors justement, ça tombe bien que vous disiez ça, Pierre-Henri, parce que les conséquences de ça, c'est que ce tribunal, cette cour, vient d'ouvrir la porte de la France à juste 2 millions de personnes potentiellement réfugiés politiques en France. 2 millions. Ils viennent de leur ouvrir la porte, c'est-à-dire qu'ils disent aux 2 millions, si vous venez, on ne peut pas vous virer, pour parler vulgairement. Voilà. Et puis, qui sont ces 2 millions de personnes ? Ce sont des pauvres gens persécutés qui ont tous voté Hamas. Quand je dis tous, 70% d'entre eux quand même. Et les 30 autres, ne pensez pas que c'est des centristes qui votent Bayrou. Hein. Les 30% autres sont juste des musulmans radicaux, mais pas... parce qu'il y a plusieurs chapelles. Il y a différentes tendances. Oui, il y a les SA et les SS chez les nazis. Bah, chez eux, il y a le Hamas, il y a le djihad islamique, enfin bref. Il y a le FPLP pour les plus marxistes. Oui, voilà. Et donc, ce sont ces gens-là qui sont des frères musulmans, des militants islamistes extrémistes que l'on pourrait recevoir comme réfugiés politiques. Ils ne sont que 2 millions. Voilà. Une paille. Le tribunal qui est élu par personne. Parce que je ne sais pas pourquoi on élit des députés, Pierre-Henri. Oui, alors moi je me demandais si vous n'étiez pas en train de nous dire que les juges font de la politique. Moi je ne comprends pas, parce que normalement il y a une séparation des pouvoirs, hein, c'est le principe depuis Montesquieu, des démocraties bien tempérées, bien équilibrées. Alors là, on a du pouvoir judiciaire qui s'érige au-dessus du législatif et de l'exécutif. Oui. C'est quand même fabuleux. Non seulement ils font de la politique, mais ils font des lois. Ils fabriquent des lois. Ouais. Je pensais que c'était le rôle du législateur, du représentant du peuple. Alors, vous pouvez demander à Laurent Fabius, c'est pas du tout le rôle du législateur, visiblement. Donc, depuis un certain temps, ce n'est pas la première fois, les juges font des lois. Par leurs décisions, ils font des lois. Voilà. Et puis, ils en défont d'autres. Alors, ils défont des lois. Et donc, ce n'est pas... alors qu'ils sont élus par personne. Et d'ailleurs, à propos de ça, il n'y a pas 48 heures, je ne sais plus, ou une semaine, ma mémoire me joue des tours, un député socialiste qui n'est pas réputé le plus extrémiste, qui est plutôt dans le camp modéré du Parti socialiste,
a fait une déclaration pour dire, parce que je ne sais plus qui lui a dit, mais les juges ne sont pas élus, donc n'ont pas de légitimité, pardonnez-moi parce que j'ai oublié son nom, n'ont pas la légitimité de faire des lois. Il a répondu, si, les juges sont légitimes à faire des lois, même s'ils ne sont pas élus, sans nous expliquer le pourquoi du comment. Donc vous voyez comme quoi c'est quand même quelque chose qui est totalement accepté et même imposé, pas seulement par les plus extrémistes, par même les modérés. Ce que l'on appelle le gouvernement des juges, et à côté de cela, le gouvernement des experts, et les deux se rejoignent d'ailleurs un petit peu, est toujours brandi comme la perfection de la démocratie, alors que c'en est l'antithèse, par les gens qui veulent faire avancer leur agenda, et généralement c'est l'extrême gauche et la gauche, mais parfois d'ailleurs aussi un peu le centre, qui se repose sur une espèce de certitude, alléguée ou pas d'ailleurs, d'après laquelle les juges seraient plus à même de savoir ce qui est juste, bon et sage pour la société que la vox populi. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas des intégristes de la démocratie et de la souveraineté populaire, parce qu'on en a vu les dérives aussi. En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a plus du tout de souveraineté populaire quand c'est un homme seul non élu qui décide à la place de l'intérêt de la majorité. Ça, c'est absolument évident. On arrive à la fin de cette émission. C'est terminé. Merci. C'est l'émission du 14 juillet. On se retrouve donc la semaine prochaine, le 21 juillet, pour un nouveau numéro de Culture et Politique. Bonne semaine. À très bientôt.